Est ancien Premier ministre. Bonjour Manuel Valls. Bonjour Léa Salamé. Accélération des expulsions, recensement des migrants dans les centres d'accueil. Diriez-vous, comme Jacques Toubon hier à ce micro, que la ligne Macron-Collomb va plus loin que tous les gouvernements précédents dans une vision sécuritaire de l'immigration? Non, je ne crois pas, et je crois qu'en tout cas que Jacques Toubon a dû le dire peut-être de chaque gouvernement, à chaque fois qu'il était en responsabilité. Mais bon, d'abord c'est son rôle. Vous voulez dire que c'est chaque fois pire? Non, je pense que c'est son rôle d'être préoccupé évidemment du sort des migrants et des réfugiés. Au fond, quels sont les objectifs qu'un gouvernement doit se donner? C'est d'être irréprochable en matière d'asile, parce que c'est une tradition française, c'est un droit constitutionnel, c'est un droit universel, c'est notre devoir. Est-ce qu'on l'est? Je le pense, mais on peut incontestablement améliorer les choses. Et le deuxième objectif, c'est de mettre fin, et c'est le plus compliqué, et c'est un sujet difficile, bien sûr, de mettre fin à la confusion entre le droit d'asile et la politique migratoire. Si nous voulons sauver le droit d'asile, il ne peut pas y avoir de confusion, à la fois dans les politiques publiques, dans les politiques européennes ou nationales, mais aussi dans l'esprit de nos concitoyens. Il ne peut pas y avoir de confusion entre l'asile et une politique migratoire. Ce ne sont pas les mêmes choses. On va en parler dans un instant, mais d'un mot, Jacques Toubon a aussi vertement critiqué la circulaire prise par le ministre de l'Intérieur il y a quelques jours qui demande à des équipes mobiles de recenser les migrants en centre d'hébergement, c'est-à-dire en clair de trier les migrants. Est-ce que c'est acceptable cette circulaire? Non, ces mots triés ou rafles que j'entendais il y a un instant dans les propos ou dans l'éditorial de Thomas Legrand ne me vont pas. Et Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, s'en est parfaitement expliqué. Il ne s'agit pas d'envoyer des... C'est pas moi qui le dis, c'est les ONG qui ont claqué la porte. Une partie d'entre elles a claqué la porte, mais il ne s'agit pas d'aller trier des migrants, il ne s'agit pas d'envoyer la police là dans les centres, il s'agit de savoir comment ensuite on traite tout le processus qui va consister en effet à savoir quels sont ceux qui ont droit à l'asile et ceux qui n'ont pas droit à l'asile. Donc vous comprenez que des équipes mobiles aillent examiner la situation des migrants dans les centres d'hébergement, qui sont censés être ouverts à tous? Absolument, et cela doit se faire en bonne coopération avec les associations, les ONG, la plupart font un travail tout à fait remarquable. Le projet de loi immigration arrive à la rentrée à l'Assemblée nationale. On en connaît déjà les grandes lignes. Doublement à 90 jours de la période maximale de rétention, réduction de la possibilité de recours. Et c'est nouveau, la création de la notion de pays tiers sûr ou envoyer les déboutés de l'asile. Est-ce que vous soutiendrez le texte de Gérard Collomb? Oui, a priori, d'autant plus que dans bien des domaines, il prolonge ce que j'avais engagé, et avec notamment l'idée de réduire les délais. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai assuré l'indépendance de l'OFPRA, qui est en charge l'asile. J'ai donné des moyens, puisque on est passé de 470 agents en 2012 à 800 en 2017. Et pour être efficace, il faut réduire les délais. Pour ce qui concerne l'OFPRA, on va arriver à 3 mois, 2 mois bientôt. Et c'est une bonne chose. Il faut réduire les délais du recours, qui doivent être autour de 7 mois, puisque c'est cette cour qui juge des recours. Mais sur les mesures plus sécuritaires. Et surtout, il faut donner... Oui, mais c'est l'efficacité qui est en cause. Il faut donner encore plus de moyens, c'est difficile, donc créer des postes, bien sûr. Il faut en créer combien en plus pour que ce soit plusieurs efficace? centaines, pour ce qui concerne les préfectures, puisque le délai qui s'allonge, le délai qui est difficile, c'est l'instruction avant. Et il faudra donner, parce que, et là je rejoins aussi ce qui a été dit il y a un instant, la grande difficulté, si on veut bien faire la distinction entre l'asile et les politiques migratoires, et si on veut montrer qu'on est efficace et pas impuissant, parce que c'est souvent le sentiment d'impuissance qui domine pour ce qui concerne les politiques migratoires, il faut donner des moyens nécessaires à la police, à la gendarmerie, à la police des airs et des frontières pour procéder aux reconduites à la frontière. Est-ce qu'il y a une disposition de ce texte qui vous gêne? Est-ce que, notamment la notion controversée de pays tiers sûr ou renvoyer les déboutés, est-ce que ça, vous tiquez pas comme D'abord, il faut Manuel attendre Valls? le texte, il va y avoir un débat au sein de l'Assemblée nationale, et sur ce sujet, en effet, je pense qu'on n'est pas dans les clous constitutionnels. Je comprends que veuille encore là aussi améliorer l'efficacité. Il y a la notion de pays sûr, c'est-à-dire les pays où on peut renvoyer sans difficulté les déboutés du droit d'asile. Cette notion de pays tiers ne me semble pas conforme au droit constitutionnel, et surtout ne me semble pas conforme à ce qu'est l'asile. Et encore une fois, je crois qu'il faut totalement protéger l'asile, mais nous aurons ce débat avec le groupe parlementaire, les groupes parlementaires, et avec Gérard Collomb. Mais vous mettez en garde, attention, ça risque peut-être de ne pas passer au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous avez l'impression tout de même que le Macron candidat, qu'on a entendu pendant plusieurs mois, même le Macron avant candidat, quand il était encore dans votre gouvernement, qui était contre la déchéance de nationalité, qui vantait la position de Merkel d'accueil des migrants, est-ce que vous avez l'impression que cette position a, disons, évolué?
Oh, ça, je ne sais pas. Moi, je ne vais pas être l'analyste du macronisme, comme vous dites, mais les principes de réalité s'imposent. Regardez, j'étais Premier ministre il y a 2 ans, souligné quand même les conséquences du choix d'Angela Merkel concernant l'accueil le moins qu'on puisse dire, c'est que même en Allemagne, vous aviez critiqué vertement. J'avais à la fois souligné la capacité des Allemands à accueillir dans des conditions exceptionnelles autant de migrants, mais j'avais dit attention, une décision non concertée peut avoir des conséquences. Vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron évolue vers un sens plus réaliste, plus valsien des choses. Il y a sans doute plusieurs centaines de milliers de déboutés du droit d'asile en Allemagne et en Suède, au moins 300 000, c'est les chiffres donnés par Gérard Collomb pour ce qui concerne l'Allemagne. Ils viennent beaucoup en France. Et donc ça pose le problème de ce qu'on appelle les dublinés, c'est-à-dire ceux qui sont passés par un autre pays. Or, aujourd'hui, si les préfectures sont engorgées, c'est parce qu'il y a d'abord, ce sont des hommes et des femmes. D'abord, évidemment, il ne faut jamais l'oublier, mais parce qu'ils sont dublinés. Ce qui rend les choses encore plus difficiles. Ce qui nécessite donc 2 choses, en 30 secondes. D'abord, vraiment un droit d'asile européen cohérent, et il faut un OFPRA, une agence européenne de l'asile, et 2, bien sûr, des politiques très puissantes, c'est les hotspots, les centres d'hébergement, en Grèce et en Italie, avec une implication de l'Europe. Parce que si l'Europe veut être efficace, notamment sur cette question-là, elle doit noter des moyens. Ah non, je ne le répète pas à chaque fois. Pas vous, mais de manière... Oui, mais c'est la condition. Aujourd'hui, le projet européen meurt, crève, aux yeux des peuples, de son absence d'efficacité. Si sur la sauvegarde de nos frontières et la gestion des migrants, l'Europe n'est pas capable d'être efficace, eh bien le projet européen perdra de son sens et mourra. On va en parler de l'Europe, mais juste d'un mot. Est-ce que vous comprenez le malaise, le trouble exprimé par les députés La République En Marche, qui viennent pour beaucoup de la gauche et qui ne reconnaissent pas le discours, qui disent le discours Macron-Collomb est trop sécuritaire pour nous, pas assez humaniste. Mais en 10 secondes. Mais face à ces questions, c'est pas une question de sentiment. C'est une question d'efficacité, de principe, le droit d'asile, la générosité, mais aussi d'efficacité. Vous savez, quand on gouverne, j'en sais quelque chose, on est confronté à ce principe de réalité. Il ne faut pas perdre les principes et les valeurs, mais il faut être efficace. Manuel Valls, on vous a aussi invité ce matin pour parler de la Catalogne. Jeudi auront lieu des élections régionales cruciales en Catalogne. Vous étiez à Barcelone samedi dernier pour soutenir le maintien de la Catalogne en Espagne. Si jamais les indépendantistes gagnaient la majorité jeudi, est-ce qu'il ne faudra pas considérer ce résultat comme un référendum pro-indépendance ? Non, je ne le crois pas. D'abord, c'est une élection au Parlement de la Catalogne. Et j'ai la conviction profonde, et c'est pour ça que je me suis impliqué dans ce débat, pas seulement parce que je suis né à Barcelone, où je suis fils d'Espagnol et de Catalan, mais parce que, précisément, c'est l'Europe qui est en cause. On peut pas Est-ce que c'est le rôle d'un ancien Premier ministre français d'aller en Catalogne Ah, totalement. Je pense que si on est un Européen convaincu, on doit s'impliquer, on doit s'intéresser évidemment avec la mesure qui s'impose à tout ce qui se passe dans les pays voisins, dans les pays de l'Union européenne. Or l'Europe va mal avec le Brexit, avec la montée des populismes et des nationalismes. Elle est confrontée à un manque de projets, de sens, donc nous devons nous y impliquer. Or l'indépendantisme catalan se heurte là aussi au principe de réalité. L'Union européenne ne reconnaît pas l'indépendance de la Catalogne, bien évidemment. 3000 entreprises, et non des moindres, sont parties de Catalogne, et la société catalane en sort plus fracturée. Donc, oui, j'espère que de ces élections sortiront les moyens d'une réconciliation. Et la méthode forte, arrêter les opposants, les mettre en prison, ça va dans le bon sens, ça résout le problème de fond, ça résout la fracture de la société. L'Espagne, comme la France, est une grande démocratie, avec une constitution particulièrement démocratique. Et l'état de droit, ce sont des règles. Et les règles, elles s'appliquent. Mais l'Europe, on voit bien avec ce qui se passe en Autriche, reste plus que jamais notre horizon. Donc il faut être très vigilant à la montée des populismes, de l'extrême droite, des populismes d'extrême gauche et de tous ces nationalismes qui fracturent notre projet et les valeurs que représente l'Europe. Manuel Valls, c'était notre invité. Belle journée à vous. Merci. Le fantasme du chiffre des expulsions d'étrangers en situation irrégulière. Oui, nous allons découvrir dans les mois qui viennent ce qu'est vraiment le macronisme en matière de politique migratoire. Le gouvernement prépare un projet de loi asile-immigration et ce n'est pas en interrogeant les parlementaires de la République En Marche qu'on peut se faire une idée. Il n'y a pas encore dans ce groupe politique né plutôt autour d'un projet économique de doctrine en la matière. Les premières circulaires émanant du ministère de l'Intérieur montrent plutôt que c'est la logique policière qui prend le dessus. On semble s'éloigner de la petite musique plus humaniste de la campagne, mais en dépit des faits, c'est toujours un souci d'équilibre qui est proclamé. Mieux accueillir les réfugiés et en même temps renvoyer chez eux plus de déboutés. Tous les gouvernements disent ça, mais la réalité reste la même. Un grand nombre de migrants ne sont ni régularisés
régulariser ni expulser. Bien sûr, il faut réduire le délai, par exemple, de traitement des dossiers de demandeurs d'asile, délai passé de 24 à 14 mois sous François Hollande et qu'il faut encore descendre à 9 ou 6 mois. Mais pour les expulsions, c'est autre chose. Le renvoi des sans-papiers est une source de polémique inépuisable. On parle généralement de 15 à 20 000 expulsions par an, ce qui recouvre beaucoup de situations. Pour augmenter le chiffre, on peut par exemple multiplier le nombre de Roumains expulsés, sachant très bien qu'ils reviendront par la route. Gérard Collomb s'enorgueillit d'avoir fait expulser 14% d'étrangers en plus, un chiffre en réalité très compliqué à comparer d'une année sur l'autre, surtout depuis qu'on a rétabli le contrôle aux frontières après les attentats. Le chiffre des expulsions ne correspond d'ailleurs pas forcément au discours des gouvernants. Il n'est pas plus faible quand l'exécutif a un discours généreux sur le sujet, ce qui devient rare, convenons-en, ni plus élevé forcément quand il se dit intraitable. Donc le nombre d'expulsions des clandestins ne peut pas vraiment évoluer. Il pourrait augmenter un peu si notre diplomatie arrivait à obtenir des pays d'origine plus de laissez-passer consulaires, c'est-à-dire si les pays d'où viennent les migrants acceptaient leur retour. Mais même avec une très hypothétique plus grande acceptation des pays d'émigration et beaucoup plus de moyens de police, personne, ni dans la police, ni parmi les humanitaires, personne ne croit que nous pourrions renvoyer une part substantielle de clandestins chez eux. Ce serait ruineux et nécessiterait une politique de rafle qui nous ferait sortir de l'état de droit et créerait en fait plus de troubles à l'ordre public que le maintien de la plupart des personnes en situation irrégulière. La maîtrise du flux migratoire passe par de nombreux aspects, coopération accrue avec les pays d'émigration, répression des filières, mais certainement pas par ce qui est le plus mis en avant dans les discours, l'expulsion manu militari. D'ailleurs, à ce sujet, la phrase consacrée, c'est « les immigrés en situation irrégulière ont vocation à être renvoyés chez eux ». Ont vocation, ce qui veut bien dire qu'au fond, ce n'est humainement pas faisable à grande échelle. Le vrai courage politique